Alors, frère Alain Richard, vous êtes à l'initiative des Cercles du Silence qui vont fêter leurs 5 ans d'existence. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez créé cette manifestation et ce qu'elle représente? Qui peut y participer et à quel moment sur Toulouse? Eh bien, c'est tout simplement parce que nous avons commencé environ 2 années après l'inauguration du centre de rétention administrative de Cornebarieux. Et à la suite de ça, mes frères franciscains et moi-même, nous avons été en rapport à plusieurs reprises avec soit des gens qui avaient été enfermés dans ce centre de rétention, ou qui avaient des membres de leur famille qui étaient, ou bien qui craignaient de terminer leur jour là, avant d'être expulsés de France. Et nous avons pensé qu'il y avait quelque chose à dire, et que comme frères franciscains, nous avions quelque chose à dire. Ben, nous avons dit, nous avions participé les uns les autres à des manifs concernant les sans-papiers, mais nous avons pensé que nous avions quelque chose à dire, principalement en mettant le doigt sur le fait que c'était très grave, que la façon d'enfermer des gens simplement parce qu'ils n'ont pas les papiers voulus et de les traiter comme des criminels en quelque sorte, c'était très grave. Et donc, devant la gravité des choses, il fallait que nous fassions quelque chose qui ait un caractère grave et qui fasse dire aux gens « Oh !» Alors, nous avons dit, nous sommes des gens un peu habitués au silence. Pourquoi ne commençons-nous pas comme ça, d'autant plus que j'avais personnellement déjà participé à des petits cercles de silence, soit à la gare Saint-Lazare en 1972, soit dans les années 80 à Oakland en Californie contre les désarmements nucléaires. Et donc on avait dit il faut faire ça parce que les gens ne font plus tellement attention aux manifs, ou alors ils pensent que c'est un truc quelconque, alors que cette atteinte à la dignité humaine, c'est pas acceptable. Voilà. Alors, quand est-ce que ça se déroule sur Toulouse? Eh bien, à Toulouse, ça se passe normalement tous les derniers mardis du mois. Cependant, il va y avoir une exception. C'est qu'en octobre, pour marquer le 5e anniversaire du premier cercle, nous avons décidé de le faire un samedi. Ce sera donc le samedi 20 octobre. Et en conséquence, ce qui devait se faire 10 jours après n'aura pas lieu. Mais nous avons voulu le mettre le 20 parce que après il y a les vacances scolaires et que nous voulions aussi faire signe à des groupes avec lesquels nous avions été en rapport, soit en Espagne, soit en Suisse. Et aussi, il y a eu des groupes en Italie de Cercle de Silence. Nous n'avons pas pu vraiment prendre le contact comme il faut. Mais nous avons des Suisses et des Italiens qui nous diront exactement aussi ce qui les préoccupe, parce que c'est une question européenne qui est devenue européenne. Et vous savez par exemple que notamment les expulsions, il y a beaucoup d'expulsions où il semble très difficile d'intervenir pour les groupes qui veulent intervenir. Ce n'est pas notre but, mais nous sommes
heureux quand il y a des gens qui interviennent, et quelques-uns d'entre nous le font aussi à l'intérieur de ces groupes, mais parce que c'est l'organisation européenne qui organise des charters pour expulser les gens dans toute une série de pays. Et donc, c'est pour cela que nous avons voulu donner un certain caractère européen. Nous n'avons pas cherché à ce que tous les cercles de silence français soient là, mais nous avons dit, tous ceux qui veulent venir, vous venez. Alors il y a des cercles où ils viennent 1, 2, ou 3, 4, 5, ou pas du tout. Eh ben, mais c'est ça. Et nous espérons, nous avons en fait déjà rédigé un petit communiqué que nous allons soumettre à ceux qui se rassembleront à l'issue du cercle de silence. Donc ce cercle de silence, le 20 octobre, mais cette fois-ci à 16 h. Il y aura des stands d'étudiants autour de nous, non, mais ça ne nous gêne pas, et aussi les étudiants qui n'avaient peut-être pas été tellement mêlés à la participation verront que ça existe. Que va-t-il se passer exactement le 20 octobre prochain? Alors le 20 octobre, donc à 16 h cette fois-ci, donc c'est un samedi, le samedi 20 octobre à 16 h, nous ferons un cercle de silence. Mais comme nous avons un espace assez réduit sur la place du Capitole, parce qu'il faut le partager avec les stands étudiants, nous allons probablement faire des cercles concentriques. Et notre cercle de silence sera seulement d'une demi-heure, 16 h à 16 h 30. À 16 h 30, nous allons présenter les délégations étrangères et aussi ceux qui viennent d'autres villes, nous leur demanderons de se présenter rapidement. Ensuite, à 17 h, nous irons au Vieux Temple, qui est tout près, la rue Paraguay. Et là, de 17 h à 19 h 30, nous aurons un échange pour voir, nous entendrons deux petits topos sur quelle est la situation exacte pour les réfugiés, les étrangers sans papier, et qu'est-ce qui peut être fait. Bon, deux petits topos. Ensuite, il y aura aussi des interventions d'étrangers, de ce qu'ils font. Et ensuite, nous avons commencé d'envoyer une déclaration que nous voudrions rendre publique à l'issue du 20 octobre et dont nous discuterons les termes exacts à ce moment-là. Il y a déjà des gens, nous élargissons les cercles de gens ayant connaissance de ce texte au fur et à mesure qu'il prend plus de force et qu'il y a un consensus plus large. Et à ce moment-là, nous verrons à qui nous communiquons cette déclaration, certainement à la presse, mais je pense aussi qu'il y a un certain nombre de personnes de notre pays qui détiennent des responsabilités et à qui nous le communiquerons ou ferons communiquer par d'autres personnes qu'ils puissent écouter. Vous avez participé à de nombreux mouvements non violents. Vous avez notamment fait partie des résistants qui s'opposaient à l'extension du camp militaire du Larzac. Qu'est-ce qui vous a guidé dans toutes vos actions? Eh bien, c'est l'inacceptable de la violence. Et le fait que cette violence est détruite des deux côtés. La violence détruit, on le sait, chez ceux qui sont les victimes de la violence, mais ceux qui sont violents détruisent en eux quelque chose de précieux.
et comme un être qui essaie d'être un chrétien convenable, pour que l'évangile n'est pas une rigolade, eh bien, ça me touche énormément. Alors c'est inacceptable de la violence, et qu'il y ait donc des victimes, et que ceux qui triomphent ne se rendent pas compte qu'ils se dégradent. Et pour moi, ça c'est très important. Et je ne cesserai de le répéter. Il y en a un certain nombre qui termineront, j'espère, dans des cours internationales de justice. Mais, indépendamment de cela, je ne cesse de répéter que tout être qui commet de la violence se fait du mal à lui. Et nous le savons tous. Quand nous entrons nous piquons une neurone terrible, que nous devenons violents en acte ou en parole, nous savons bien que nous nous faisons du mal à nous. Alors, il faut le dire, parce que ça, je crois que c'est une expérience, c'est une expérience universelle. J'ai fait des topos là sur la violence dans je ne sais pas, peut-être une bonne quinzaine de pays, et à chaque fois les gens me disent, mais oui, c'est bien exact, c'est notre expérience aussi. Dans votre vie, vous avez sans doute vécu des moments forts de solidarité. Pourriez-vous nous en citer au moins un qui vous a plus particulièrement marqué? Oui, il y en a un qui m'a beaucoup marqué pour plusieurs raisons, dont une des raisons, c'est que ça s'est produit sur de nombreuses années, et que ce n'est peut-être pas complètement terminé. On m'a demandé tout d'un coup, de façon imprévue, de démarrer une équipe de la non-violence qui s'appelle les Brigades internationales de paix au Guatemala. On m'a demandé de le démarrer, de voir si c'était faisable d'abord. Alors j'ai participé à l'équipe qui a regardé la faisabilité de cela, et après on m'a demandé de participer à 6 ou 7 reprises différentes et pour des temps plus ou moins longs à cette équipe qui a cherché à défendre notamment les victimes des kidnappings dont des membres de leur famille avaient été kidnappés et la plupart du temps tués entre-temps. Alors là, cette solidarité avec les familles de disparus, un peu l'équivalent des folles de la Plaza de Mayo à Buenos Aires. Donc là, au Guatemala, j'ai vécu des choses très fortes. Il y a eu aussi des amis qui ont été tués, assassinés, torturés. Il y a surtout cette jeune femme avec son bébé et puis son propre jeune frère. Pourtant, je leur avais dit, c'était une période extrêmement dangereuse, qu'il fallait ne sortir pour aucune raison sortir de chez eux. Elle est sortie et effectivement, ils l'ont attrapée et torturée, elle et son bébé de 2 ans. Et puis après, ils l'ont jetée dans une des gorges, hein, et pour simuler un accident. Alors, mais ça, c'était une lutte auquel j'ai participé pendant 3 ans et au-delà, et qui a continué après le groupe de cette non-violence des brigades de paix a continué pendant de nombreuses années au Guatemala et maintenant revient à nouveau parce que il y a toujours, le gouvernement n'a toujours pas mis en œuvre ce qu'il s'était engagé à faire devant la Commission des Nations Unies, parce que c'était tout de même un assez grand succès, dû en partie à notre équipe.
c'est que les Nations Unies interviennent avec un négociateur. La guérilla a remis ses armes et tout, mais là, les gouvernements successifs n'ont jamais fait la réforme agraire qu'ils s'étaient engagés à entreprendre. Alors voilà, ça m'a appris beaucoup. Ça m'a forcé aussi d'être expulsé du Guatemala avec quelques-uns de mes compagnons, mais nous sommes revenus malgré tout. Nous n'avons pas accepté d'être simplement expulsés. Et il a fallu nous désexpulser et nous accepter après. Mais oui, ces gens qui souffraient très fort, dont certains espéraient que leurs êtres chers vivaient encore, alors que la plupart du temps, ils avaient été assassinés ou jetés vivants dans la mer, transportés par hélicoptère ou avion. Sont été des années extrêmement fortes et je leur suis reconnaissant de m'avoir permis de participer un peu à leur lutte et à leur peine. Merci pour ce témoignage émouvant et merci d'avoir répondu aux questions de TV Sol.